Alors, je disais que, effectivement, j'aurais aimé savoir de vous, qu'est-ce qui vous a attiré à venir à cette conférence? Juste une phrase. Oui. D'accord. Ok. Curiosité. D'autres? Moi, j'ai fait des jeûnes de 4, 5, 6 jours, mais à chaque fois, je sortais du jeûne et je mangeais normalement. Normalement, direct. Oui, j'ai fait sortie de jeûne en mangeant des pains au chocolat et des marais. Parce que je me suis dit, c'est peut-être pas la meilleure solution. Je venais prendre quelques Eh oui. Alors, je me présente d'abord rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas eu l'épisode 1 qui était vendredi, qui était plus sur le lien entre le jeûne, les neurosciences, la théorie de l'attachement. Dans mon expérience, qui est à la fois une expérience de naturopathe et de thérapeute psychocorporel, et c'est pour ça que je vais vous parler du jeûne accompagné, qui est différent pour moi de jeûner tout seul dans son coin. D'accord? Parce que, à mon avis, la dimension de l'accompagnement est une dimension pour le psychisme, pour l'aspect émotionnel, qui est très rassurante et qui est un des facteurs qui rend souvent la sortie du jeûne très critique. Parce qu'en fait, George Bernard Shaw, il l'a exprimé comme ça, n'importe quel sot peut jeûner, mais c'est seulement le sage qui sait terminer convenablement son jeûne. Alors, s'il a dit ça, moi je le confirme, de par mon expérience, même si je suis une jeûneuse, on va dire expérimentée, parce que je fais ça depuis 15 ans, et j'ai l'habitude à ces états-là. Malgré tout, on va le voir un petit peu, mais le jeûne vient vraiment nous toucher dans notre vulnérabilité d'être humain. Et c'est pour ça que souvent, à la sortie, quand la personne rentre chez soi et qu'elle recommence à s'alimenter, il se passe tous les dérapages possibles avec parfois des indigestions, parfois des mouvements émotionnels digestifs, voilà. Donc je ne sais pas s'il y en avait qui étaient à la conférence de Maurice Bessoudeau tout à l'heure sur le lien entre le microbiote et les émotions, mais quelque part on est là-dedans. Et je dirais même on est là-dedans parce qu'il s'agit de microbiote, de système nerveux autonome et d'émotions. Et tout ça est extrêmement lié. Donc, en général, ce que nous préconisons dans l'accompagnement du jeûne, c'est, en tout cas moi, ce que je vis dans les séjours que j'organise, souvent, déjà, c'est une démarche volontaire. Donc, la personne choisit de se prêter à cette pratique qui est, dès nos jours, une pratique qui n'est pas si courante que ça. Alors que ça l'était beaucoup plus autrefois quand on respectait, chez les catholiques, on respectait le vendredi, on respectait le carême, donc il y avait des pseudo-jeûnes au cours de l'année, qui étaient à des moments saisonniers spécifiques, à la sortie de l'hiver, donc c'est le jeûne avant Pâques. Et c'était aussi une démarche qui concernait l'aspect de la foi, où effectivement, souvent, ces réductions d'apports caloriques et protéiques étaient aussi la démarche du fidèle qui, ces épargnes qu'il faisait, il les reversait pour les pauvres dans la société. Et on retrouve ça dans d'autres traditions. Donc il y a un aspect dans le jeûne qui est aussi lié à la fraternité des êtres humains. Parce que se priver de nourriture, c'est pas rien. C'est quelque chose qui
et qui peut devenir du coup très beau et très soutenant de se dire je le fais aussi pour donner ce que je ne prends pas pendant cette semaine, pour le donner à ceux qui ont besoin. Donc moi je vous invite évidemment à explorer toutes les dimensions. Mais ce qu'on dit le plus souvent chez nous qui accompagnons les jeûneurs, c'est de prévoir pour un temps de jeûne déterminé, mettons une semaine, on va prévoir en tout au moins 3 semaines. C'est-à-dire que vous allez prévoir une semaine pour vous préparer, et c'est presque le minimum, je dirais, une semaine. Et ensuite, vous allez prévoir une semaine pour en sortir. Et je vais tout de suite vous montrer ce que je veux dire avec ça. Bon, je vous ai mis un petit plan, c'est vraiment tout ce qu'on va essayer de voir un peu en galopant, mais on va reparler un peu des effets du jeûne, autant physique que psychique. Je voulais vous parler de la théorie polyvagale, qui est une théorie qui conçoit le système nerveux d'une certaine façon. Et pour moi, c'est assez important d'avoir cette vision-là. Vendredi, je vous ai déjà parlé pour moi des piliers qui sont indispensables pour ce que je considère un jeûne réussi. Et cette diapositive, elle n'est pas de moi, elle est de Françoise Wilhelmi de Tolède, qui est la directrice de la clinique Bückinger en Allemagne, qui est la référence du jeûne thérapeutique en Europe. Il y a une clinique en Allemagne, il y en a une en Espagne. Il semblerait qu'il devrait y en avoir une en France. Ce serait vraiment une grande avancée. Mais j'ai trouvé très beau ce qu'elle dit, que disait déjà Otto Bückinger, qui est un médecin du fin du 18e, qui s'est soigné d'une maladie auto-immune par 2 jeûnes de 3 semaines. Donc c'est pas rien, c'est ce qui lui a donné envie de monter une clinique avec plein de médecins. Donc effectivement, parmi tous ces aspects qui favorisent le jeûne, il y a le calme, la détente, l'introspection. C'est vraiment un moment pour soi, où on est au contact intime avec nous-mêmes. Un exercice physique adapté, pour moi, ça fait partie de la recette parce que ça aide énormément à vivre ce moment critique du switch métabolique où on passe d'un mode de fonctionnement glucose dépendant à un mode où on va utiliser les graisses, et donc les corps cétoniques. Stimulation des voies d'élimination naturelle. Effectivement, moi, je n'accepte aucun jeûneur qui n'ait pas vidé son intestin avant de venir sur mes séjours. Parce que les sels peuvent durcir dans les intestins si on ne les vide pas. Et ça peut être très, très douloureux après de les sortir. Ça peut même engendrer une occlusion. Mais surtout, toutes ces sels qui ne sont pas éliminées. Je sais que ce matin, Florian Gommet a parlé un peu de purge, mais effectivement, toutes ces sels qu'on n'élimine pas constituent un facteur d'auto-intoxication. Donc, d'où l'intérêt de vider les intestins. Et aussi, l'aspect le plus sympa, c'est que si nous vidons complètement nos intestins, nous allons ressentir moins la faim, la sensation de faim. Et c'est ça qui fait très peur aux jeûneurs dans les 2-3 jours, voilà. De dire, oh purée, je vais avoir faim, je vais jamais y arriver. Et en fait, je vous assure, si déjà vous videz complètement votre intestin, vous allez passer ce cap très facilement. Et à un moment donné, donc il y a cette magie du switch métabolique, où effectivement, vous allez vous nourrir de chair. Donc là, vous n'aurez pas faim. Vous vous nourrissez de vos réserves. Alors l'intérêt de l'exercice, c'est que on veut essayer de préserver au maximum les muscles pour favoriser le déstockage des graisses. On veut utiliser ce carburant-là qui est le meilleur carburant possible pour l'être humain, qui est préféré par nos mitochondries, donc nos usines d'énergie au niveau cellulaire, qui est préféré par le cerveau, qui est préféré par nos muscles parce qu'ils vont plus produire d'acide lactique à l'effort.
Donc, il y a vraiment beaucoup d'intérêt à franchir le J3, le troisième jour. Françoise, elle parle aussi de thérapie de soutien. Et moi, j'estime que ces thérapies de soutien sont parfois indispensables à la sortie aussi. Parce que j'ai eu, dans les personnes qui sont venues me consulter, beaucoup de personnes qui en fait venaient me voir parce qu'elles avaient jeûné à un endroit et puis faisaient des épisodes boulimiques en rentrant chez elles. Donc, ou hyperphagiques. En tout cas, il y avait un souci, quoi. Et il y avait un souci qui n'était pas juste physique. Mais vous allez peut-être avoir des éléments de réponse un peu plus loin. L'accompagnement médical, ben, ça dépend de l'état de santé. Et évidemment, il y a des contre-indications strictes aux jeunes pour, je ne sais pas, un diabétique de type 1, donc c'est une maladie auto-immune, ne pourra pas jeûner. Beaucoup de contre-indications sont relatives. Il y a certains médicaments que on ne peut pas arrêter, comme par exemple du lévothyrox pour la thyroïde. La personne, même en jeûnant, va continuer à prendre son traitement. Par contre, une personne hypertendue, comme il y a une baisse de la tension artérielle au cours du jeûne, va en général, avec l'accord de son médecin, ça, moi je demande un certificat médical s'il y a des traitements au long cours, mais en général le médecin dit oui, pas de souci, vous arrêtez votre hypotenseur et en effet tout se passe bien. D'accord? Donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt aujourd'hui à prescrire le jeûne. Le fait de boire, ben, pour moi je propose un jeûne type Buchinger où on a jusqu'à 200 kilocalories par jour en apport. Donc c'est pas zéro comme si on buvait de l'eau, c'est un petit apport de jus dilué, de bouillon, de tisane qui stimule les émonctoires, qui nous apporte juste ce qu'il faut pour que la machine continue à fonctionner parce que, en effet, même si nous gagnons 30% de notre énergie en mettant au repos nos intestins, le travail que font vos organes internes, et notamment le foie, est énorme. Donc c'est pour ça que souvent on introduit aussi des plantes pour accompagner le jeûne. Et enfin, ben voilà, la gastronomie de l'âme, je pense que ça c'est quelque chose qui est bon pour tous les jours, c'est certain. Mais c'est vrai que ça peut aider beaucoup de sentir qu'il y a une partie de nous qui a été nourrie par l'expérience du jeûne et qui continue à être nourrie même après le jeûne. Alors, dans ce schéma, toujours de Françoise de Villene et de Toledo, vous avez détaillé un peu les phases du jeûne. Et vous voyez que donc la préparation, elle dure à peu près la durée du jeûne, et la régénération, mais là on pourrait mettre la reprise, parce que là c'est la fin du jeûne, dure aussi de façon égale. Or, qu'est-ce qui vous surprend sur ce schéma? La préparation, c'est-à-dire? Exactement. Parce que plus vous allongez la préparation que vous mettez en place, ça veut dire réduire certains aliments petit à petit jusqu'à vous retrouver sur une base de fruits et légumes, plus votre corps va être tranquille au moment où le jeûne va commencer. Donc c'est vrai qu'en général, la première chose qu'on va réduire, ce sont les excitants, donc café, chocolat, sucre blanc, très grand excitant, alcool, ça c'est les premières choses qu'on réduit. Et ensuite, protéines animales, oléagineux, protéines végétales, céréales, pour rester sur des fruits et légumes. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous... Bravo, exactement, c'est ça. Et ça, c'est le point clé. C'est-à-dire que pendant la phase de jeûne, vous savez que votre corps a une inertie par rapport au mental. Donc le mental, il se dit,
ben, je jeûne de lundi à vendredi, et puis basta, c'est fini, je remange. Le corps, ayant une inertie, lui, il sait qu'en fait, au bout du jeudi ou du vendredi, vous ne venez que enclencher les mécanismes de régénération. Donc, cette phase de régénération est la plus précieuse pour ne pas flinguer, pour ne pas détruire tous les bienfaits de cet effort qui a été de ne pas manger pendant quelques jours. Ce serait pareil, même si tu jeûnais 10 jours, la régénération serait peut-être plus profonde, mais elle continuerait de toute façon au moment de la reprise alimentaire. Donc au moment où vous recommencez à manger, vous n'êtes pas sorti de tous les processus qui se sont enclenchés au niveau organique. Oui. Ben, si vous continuez à jeûner jusqu'au 8e jour, j'estime que les processus vont être encore plus profonds. Mais même si vous arrêtez à J3, vous avez enclenché quelque chose. Et donc, ce serait une erreur, et ça, on est unanime, toute la littérature sur le jeûne dit la même chose. Ce serait une erreur de dire à J4, au moment où je romps le jeûne et je reprends à m'alimenter, je ne peux pas recommencer avec des spaghettis carbonara et un cassoulet et faire comme si rien n'était. Et ça, c'est important que je vous le dise parce que il se passe des choses qui sont de l'ordre de la physiologie du jeûne. Et ça, c'est important que vous le sachiez parce que, comme je vous disais vendredi, au moment où on va utiliser les différents carburants, jusqu'à, on va dire, 48 heures, on va utiliser le glucose, soit parce qu'il est dans le sang, soit parce qu'il est stocké sous forme de glycogène dans le foie ou dans les muscles. Et ça ne nous change rien. D'accord? Il peut y avoir un peu d'hypoglycémie, mais c'est transitoire, il n'y a rien de grave. Ensuite, le corps, et notamment notre hypothalamus, qui gère le système nerveux autonome, qui s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, il va promouvoir le déstockage des protéines, parce que les protéines sont l'élément le plus simple à convertir en glucose. Et tout ça, c'est le foie qui le fait. Donc, déjà, ça vous dit qu'il faut quand même un foie qui soit capable de suivre ces processus-là, et que un des problèmes qu'on observe toujours en termes on va dire, d'effets secondaires du jeûne, ce sont parfois des phénomènes d'acidose parce que justement on va utiliser les protéines. Donc c'est comme si, et même un peu plus tard dans le jeûne, enfin c'est comme si pas comme si, on se nourrit de notre propre chair. Ça s'appelle de l'autophagie. On se mange nous-mêmes. Donc c'est important qu'on arrive à suivre comment fonctionnent les émonctoires. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'élimination des reins? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'élimination par la peau, les poumons, mais surtout le foie? Est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il arrive à suivre tout ça? Et sinon, comment on peut l'aider? Ben, souvent avec des plantes qui viennent stimuler la fonction hépatique. Mais ce que je voulais dire, c'est que les protéines donc vont être le substrat pour obtenir du carburant, mais c'est encore la voie du glucose. Et en plus, les protéines, on en a besoin parce qu'elles constituent nos organes nobles, nos tissus. On ne va pas pouvoir nous désintégrer pour produire du glucose. L'évolution a évidemment tout prévu parce que nous avons des millions d'années d'évolution derrière nous, de famine, de disette. Donc globalement, l'organisme sait beaucoup mieux gérer le manque que gérer l'excès. Et ça, c'est
enfin, toutes les problématiques de santé actuelles sont soit des problématiques d'excès, soit des problématiques on se trompe de cible, et donc ce sont des problèmes de maladies auto-immunes, voilà. Donc, comme l'évolution a tout prévu, elle a prévu, par exemple, qu'un homme qui jeûne maigrisse statistiquement beaucoup plus qu'une femme pendant le jeûne. Et pourquoi, d'après vous? Oui, c'est certainement ça, et c'est aussi parce que si vous imaginez nos ancêtres, peut-être qu'au moment de la disette, la femme était enceinte. Et donc, il fallait qu'elle maigrisse lentement pour arriver jusqu'à la prochaine source de nourriture. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui énerve beaucoup les participantes parce qu'elles se comparent aux maris qui ont perdu 6-7 kilos. Et alors, il faut dire peut-être une précision à ce niveau-là. Au moment où vous videz complètement vos intestins, vous avez déjà perdu 1,5 kg, 2 kg. Rien que de sel, de votre muqueuse qui desquame, et vos selles ne vont pas s'arrêter. Donc vous continuez, en général on dit que jusqu'au 21e jour du jeûne, on continue une élimination par les intestins. D'où l'intérêt, ça c'est chose vraiment standardisée chez Buchinger en Allemagne, on fait des lavements 1 jour sur 2. Les lavements, ça vous parle? C'est vider les intestins, donc par une canule rectale. C'est... Comment? Non, avec une poche à lavement. Ouais. Mais ça, c'est vraiment pour... enfin, c'est beaucoup moins impactant qu'une purge, mais ça aide vraiment l'organisme à continuer à éliminer. Et du coup, à tonifier aussi les parois des intestins. Parce que, petit aparté, vous savez que dans nos intestins, dans tous les replis des villosités, il y a une vraie archéologie. Si on va chercher, on va trouver des résidus de choses qu'on a mangées il y a 15 ans. Et d'ailleurs, il y a un célèbre naturopathe américain, Bernard Jensen, qui, lui, a été un adepte des lavements, parce qu'il avait des patients qui avaient des problématiques de peau, d'ulcères variqueux, enfin vraiment des cas très très lourds. Et avec les lavements réguliers, ces patients arrivaient à retrouver l'éclat de leur peau et ils arrivaient à éliminer des résidus, mais comme si c'était des pneus, quoi. Enfin, c'était vraiment des résidus. Il y a des photos sur ces bouquins, c'est un peu impressionnant, mais c'est pour dire qu'un intestin paresseux peut devenir une source d'auto-intoxication incroyable. Donc il faut garder la voie intestinale performante. Oui, pas de souci. Alors, au niveau de la purge, il y a plusieurs options et c'est vraiment d'un individu à l'autre. Moi, si possible, je conseille à la personne de faire une irrigation du côlon. C'est un soin à part entière qui est un soin en massage. Donc, évidemment, ça passe par l'anus, il y a une canule qui envoie de l'eau à température du corps pour venir remplir tout le côlon. Et il y a une autre canule qui est prévue pour vider en même temps l'intestin. Et chose assez, on va dire, étonnante dès nos jours, parce qu'il y a beaucoup de tabous quand on parle de caca, mais on voit nos selles défiler. Et donc, ça renseigne aussi sur la qualité de nos intestins, parce que les selles, si vous allez dans des toilettes allemandes, il y a comme une petite marche pour pouvoir regarder chaque matin à quoi ressemblent vos selles. Ça va ou ça va pas? C'est exactement ça. Ça va ou ça va pas à ce niveau-là? Donc, irrigation du côlon si possible.
lavement si possible. Moi, je suis pas forcément purge. Si la personne est à l'aise avec son corps et qu'elle peut envisager des lavements, elle va faire ses lavements. Sinon, il y en a qui préfèrent utiliser l'huile de ricin. Et ça, c'est une purge ayurvédique qui vient de la tradition indienne, qui est une purge où souvent on ne prend pas de l'eau, on ne boit pas d'eau. Donc on prend souvent 3-4 cuillères, suivant la réactivité des intestins. Et ensuite, c'est le ricin qui va attirer l'eau interne, donc notre lymphe, et provoquer ensuite des évacuations. Donc ça ressemble à de la diarrhée. D'accord? Et on va boire ensuite. Sinon, le plus courant et celui que vous allez avoir comme indication si vous devez faire une coloscopie, c'est le sulfate de magnésium, qui est très radical, très efficace, mais assez irritant pour la muqueuse digestive. Sinon, si vous pouvez vous payer ça, moi j'utilise énormément le Piento. Piento, c'est un complément alimentaire à base de légumes fermentés, concentrés, et c'est très riche en magnésium, oxyde de magnésium. C'est très doux pour les intestins. Et du coup, je dis à la personne, ben, tu en bois une cuillère à café dans une tasse d'eau et tu continues à en boire jusqu'à ce que tu aies l'évacuation. Et ça, c'est très très doux. C'est un produit qui coûte un peu cher, mais on ne jeûne pas toutes les semaines. Moi, je l'utilise énormément. Ben, 2 tasses, peut-être il lui faudra 4 tasses, peut-être 5, mais c'est assez rapide quand même. Ah oui, là c'est... Oui. Ouais. C'est comme l'huile de ricin. Ben, l'huile de ricin, on le prend une fois. Et après, on attend que ça agisse. Et le psyllium, c'est pas une purge. Le psyllium, c'est donc un tégument qui se gonfle avec l'eau, qui peut être un perfectionnement de la purge. C'est-à-dire souvent, je préconise après une purge pour encore aller vraiment balayer, nettoyer tout ce qui a besoin d'être éliminé. Mais en soi, les vraies purges, donc ricin, sulfate de magnésium, stimulent vraiment une chasse biliaire. Donc c'est les sels biliaires qui vont provoquer une sorte de diarrhée. Une fois par mois, dans l'optimum. Le lavement. Pour moi, le lavement, ce serait minimum une fois par mois. L'autre jour, j'ai eu un de mes participants au dernier jeûne qui m'envoie une photo de bork à lavement à l'ancienne, vraiment émaillé, tout ça, qu'il avait retrouvé dans son grenier. Donc, je vous rassure, c'est juste une histoire de lobby pharmaceutique, si on a perdu. Parce qu'à un bébé, qu'est-ce que vous faites? S'il a une colique, vous lui faites une petite poire. Vous l'aidez comme ça. Donc, c'est un mini lavement. Mais nous, on est grands, il y a de la place. Donc, une poche à lavement qui fait 2 litres, ça va. Il faut se décoincer, comme dirait Jade Allègre. Alors, vous pouvez prendre de l'eau que vous salez légèrement. Si vous pouvez prendre une bonne eau, ça va. Mais de toute façon, c'est pas une eau que vous allez garder, hein, vous l'éliminez de suite. Sinon, vous pouvez faire une infusion de camomille ou de mauve. C'est très doux. Il y en a qui font aussi des lavements au café. C'est un effet très détoxifiant pour le foie. Oui. Oui. Oui, ça c'est encore différent. C'est le... Oui, c'est une pratique, je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, mais ça s'appelle Champrakshalana et c'est très bénéfique parce que cette eau salée, en fait, on ne va pas l'assimiler du tout, donc elle nous fait vraiment une vraie douche intestinale, mais enfin, il faut être un peu initié à ce genre de pratique. C'est comme de l'eau de mer, mais
Là, c'est 2,5 litres avec le prix que ça coûte l'eau de mer. Euh, non, je pense que c'est pas hypertonique, sinon tu aurais un problème de rein. C'est isotonique, c'est de l'eau salée. Non, 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 non. Là, on parle d'une pratique avec des postures de yoga où on boit 2,5 litres d'un coup. Enfin, en continu. Donc, c'est une pratique à part entière. Vous regarderez, mais c'est un des kriyas. Kriyas, c'est des nettoyages qu'on fait en yoga, comme le nettoyage des sinus et plein d'autres nettoyages. Mais pourquoi pas, hein. Enfin, si vous connaissez cette pratique, c'est super. Moi, je la préfère au sulfate de magnésium, mais des fois, vous prenez un sachet, c'est vite fait, vous le faites une fois, c'est pas la chose que vous allez faire toutes les semaines, sinon vous flinguez la flore intestinale. Donc, voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est que, je vais un peu passer rapidement, c'est que, en fait, quand vous commencez à jeûner, vous rentrez dans un état particulier pour le corps où il peut y avoir un certain affolement de votre système nerveux. Et c'est ce qui se passe les 2-3 premiers jours, parfois avec de l'anxiété, de la tachycardie, des sueurs froides. Et ça, c'est juste votre hypothalamus qui essaye de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. D'accord? Et souvent, c'est pour ça que l'accompagnement, d'après moi, la première fois que vous jeûnez une semaine, offrez-vous l'accompagnement de quelqu'un d'expert. Parce que moi, je regrette quand j'entends des témoignages de personnes qui ont essayé des pratiques et qui, parce qu'ils connaissaient pas ou parce qu'ils n'étaient pas dans les bonnes conditions, ont gardé une mémoire négative de ces pratiques. Et ils vont dire, non, le jeûne, c'est mal, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Tout le monde est capable de jeûner, tout le monde. Mais de se donner les bonnes conditions, il faut le vouloir, il faut aller chercher. Il faut se mettre en sécurité pour justement apaiser au maximum cet état de stress qu'il peut y avoir. Et moi, je le vois avec les jeûneurs que je vois depuis des années. Ils arrivent, ils savent qu'ils posent la valise et ils sont pris en charge pendant une semaine. Et c'est ça qui facilite aussi la détente. Parce que combien de vous vivez au quotidien ce cocooning, on vous prend en charge, on s'occupe de vous, tu as soif, comment tu te sens, combien vous vivez ça au quotidien, vous, ou ça fait quelques années que ça vous est pas arrivé? Personne. Donc pour moi, cet élément de soin, ça fait partie de la réussite d'un jeûne, si on veut garder une bonne empreinte. Et du coup, pouvoir valider cette pratique au lieu de l'invalider comme malheureusement on fait dans certains contextes. D'accord? Mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord sur le fait que ce serait dommage de faire les choses un peu n'importe comment. Et il y a besoin de se donner les moyens et d'apprendre. Parce que nos parents peut-être n'ont jamais jeûné, nos grands-parents ont peut-être fait ça, mais parce qu'il y avait pas à manger. Voilà. Donc, c'est à redécouvrir comme une vraie démarche volontaire et consciente. Et j'espère que vous pourrez me faire des retours un jour comme quoi ça s'est bien passé jusqu'au bout. Alors, je vais pas m'étaler sur les effets au plan physique qui sont innombrables. Enfin, vraiment, mais le maître mot, c'est l'inflammation.
enfin, il y a plein de références. Ce que j'ai mis en évidence vendredi, c'était plutôt tous les effets au niveau du système nerveux, d'où le fait que le jeûne a été choisi dans plusieurs traditions comme une possibilité d'atteindre un état d'éveil. Oui, on peut dire ça, d'éveil, de clairvoyance, de clarté mentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose de unanime. Et à mon avis, c'est parce que au niveau du système nerveux, les effets sont formidables. Enfin, il y a notamment le BDNF, qui donc est un facteur de croissance neuronale. C'est-à-dire que pendant un jeûne, ce facteur de croissance neuronale va augmenter, et donc vous êtes en train de créer des nouvelles synapses, des nouvelles connexions. Donc c'est un moment propice, le jeûne, pour poser des intentions, pour déterminer des changements d'habitude. Après, il y a le travail de soutenir ça, mais c'est un moment qui est un moment à la fois très touchant parce que nous sommes quand même vulnérables quand nous ne mangeons pas. Il y en a qui ont déjà jeûné, j'ai entendu. Donc, vous vous souvenez de cet état où, oui, on plane quand même un petit peu. Hein. Quand on commence à fonctionner avec les corps cétoniques et qu'on a une haleine un peu de pomme, comment? Et ça, peut-être au début, mais c'est assez caractéristique à un moment donné d'avoir cette haleine de pomme quand on bascule sur les corps cétoniques, donc l'acétone. Mais c'est un état particulier. Moi, par exemple, j'ai des moments où je suis très au ralenti, où effectivement je suis très sensible au bruit, aux lumières. Je deviens encore plus sensible que ce que je suis déjà. Et souvent les jeûneurs me disent mais tu jeûnes aussi pendant les séjours? Pas du tout, parce que je peux pas me permettre. Si je vous accompagne, c'est bien pour que je sois là et bien ancrée dans la matière. Mais si je m'octroie un jeûne, et je m'octroie parfois des jeûnes où je suis dans un contexte de groupe accompagné, je me laisse aussi prendre en charge. Là, je vis complètement mon jeûne. On s'occupe de moi, on me fait des soins. Et là, le corps, vraiment, il lâche. J'ai pas pensé à me faire un bouillon, j'ai pas pensé à... Enfin, voilà, je reçois. Donc pour moi, évidemment, le jeûne a une portée qui s'adresse à l'ensemble de l'être. Donc, entre autres, à notre personnalité. Ça répare des tas de mémoire très très profonde. Mais il reste cette question de la sortie. Alors, j'aurai pas le temps de vous détailler tout ce que nous avons dit vendredi sur les effets, mais au niveau du plan psychique, effectivement, souvent les jeûneurs accompagnés. Ok? Et je le précise parce que je l'ai fait la première fois que j'ai voulu jeûner à l'eau. Pour moi, ça a été une expérience où je me sentais entre la vie et la mort, quoi. D'une faiblesse, mais que je me traînais. Ça a été très dur, très surprenant. Enfin, il y a eu aussi des choses positives, mais non, j'étais pas seule en plus. Enfin, j'étais seule, mais chez une personne qui accompagnait. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je préconise. Aujourd'hui, je préconise un jeûne où il y ait beaucoup d'exercices physiques, énormément de contact avec la nature, où il y a une dynamique de groupe positive, où il y a des soins corporels, des massages. Ça, c'est hyper bénéfique. Voilà, c'est super important. Parce que sinon, le jeûne, et parfois j'en ai des jeûneurs comme ça, qui me disent
Non, mais j'ai fait des expériences, ça a été le cauchemar. Et moi, je comprends. Ça peut être le cauchemar. Ça peut être le cauchemar. Pour peu que vous ayez des mémoires en amont d'abandon, de négligence, de naissance difficile, de troubles de l'attachement. Le jeûne, mais ça vient remonter tout ça comme absolument. Ah oui, c'est parce que la première fois que vous avez jeûné, à part quand vous étiez dans le ventre de votre maman et que vous avez eu une nourriture liquide, c'est quand même un moment du passage, de vraiment l'accouchement, même si le bébé est relié au cordon. Je le disais l'autre jour, il maigrit après le bébé, il perd du poids. C'est que là, il a puisé dans ses réserves. Et ces mémoires-là, très anciennes, qui ont marqué au niveau d'une mémoire implicite notre système nerveux à jamais, elles sont toujours là. Donc, une pratique de jeûne, ça c'est, enfin, moi je l'affirme parce que je travaille aussi sur les réparations des processus de naissance et donc je vois combien c'est bénéfique de revivre les passages 10 minutes, de façon sereine. Mais le jeûne est un passage. C'est pas pour rien que Jésus, il a passé 40 jours dans le désert, tenté par le diable, et à vivre quelque chose qui peut être vraiment une épreuve. Donc, mettez-vous dans les bonnes conditions pour aller réparer avec toutes les nouvelles connexions que votre cerveau va faire. Vous allez réparer beaucoup à des niveaux très, très profonds. Et c'est pour ça que, en ayant encore 10 minutes, pour moi, c'est vraiment indispensable la qualité de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, vous avez des très bonnes fédérations d'organisation de jeûne, la Fédération française de jeûne et randonnée, vous avez Jeûne et bien-être, et puis il y a des personnes comme moi qui sont expérimentées, qui sont quand même en lien avec des associations qui existent et qui avancent dans leurs projets, comme l'Académie médicale du jeûne. C'est des médecins prescripteurs de jeûne. Donc, il y a des super professionnels pour que ça se passe bien. Alors, ce que je voulais vous dire concernant cet état du système nerveux, c'est que selon la théorie polyvagale de Stephen Porges, qui est un chercheur américain, donc le nerf vague aurait deux branches, une qui est ventrale, qui est celle qui favorise l'engagement social, qui innerve notre visage, d'où le gros problème d'avoir été masqué, et surtout en lien avec les bébés, parce que ce lien avec le visage, c'est toute l'essence de nous mammifères, quoi. Donc ça innerve le cœur, les poumons, ce vague ventral qui passe devant. Et le vague dorsal, lui, il nous met en mode figement face à un danger qui nous dépasse, mais assure aussi toutes les fonctions vraiment vitales de base. Et il innerve le ventre. Donc ce ventre qui est souvent très très sensible quand nous sommes stressés. Et au niveau du système sympathique ou orthosympathique, par rapport à un stress, ça va être la réponse avec l'action, fuite ou combat. D'accord? Alors, quand je vous ai dit, dans les 3 premiers jours de jeûne, le système orthosympathique, il est au taquet. Vous vivez, il y a l'adrénaline qui monte, le cortisol qui monte, c'est des hormones qui favorisent le déstockage des sucres. Donc vous vivez cette sorte d'anxiété jusqu'au switch métabolique. Et là, c'est le parasympathique. Donc c'est le nerf vague qui prend le dessus. Et effectivement, même au niveau thyroïdien, on se met en mode économie.
Et là, on peut durer longtemps. Et alors, on pourrait se dire que à partir du switch métabolique, le vague dorsal et le vague ventral, si on est dans des conditions de sécurité, de lien, de bienveillance, vont fonctionner ensemble, de façon solidaire. D'accord? Et ça peut durer un certain temps. 5 jours, 10 jours, ça dépend. Moi, je conseille à partir du 10e jour d'être quand même accompagné par un médecin. C'est toujours mieux. Mais qu'est-ce qui se passe à la sortie du jeûne? À la sortie du jeûne, donc en général, à la fin d'un séjour accompagné, vous avez un repas de reprise très simple avec de la compote, de pommes, quelques crudités. C'est vraiment très basique parce que votre muqueuse intestinale est devenue poreuse entre-temps, parce qu'on a utilisé ces protéines pour produire toujours un peu d'énergie. Quand vous rentrez chez vous, mettons, donc l'info que vous avez donnée à votre système nerveux, c'est qu'il va, par l'alimentation, recommencer à produire de l'énergie à partir du glucose. Et alors, le fait de sortir de ce cocon du séjour, pour moi, c'est de nouveau un moment où l'orthosympathique reprend le dessus. Et c'est là où c'est important d'être très vigilant parce que il peut quelque part vous faire disjoncter de votre néocortex pour vous induire des gestes comme ouvrir le placard, prendre le premier truc, et là-haut, il n'y a plus personne. Mais c'est physiologique. C'est parce que vous sortez du cocon où tout était magnifique, bienveillant, c'était bon. C'est pour ça que chez Buchinger, il laisse partir les gens au 4e jour de reprise. Pas avant. Il commence avec eux. Eh oui, il commence avec eux et ils attendent que les premières selles reviennent. Mais ça veut dire que voilà, ils sont accompagnés. Bon, c'est des séjours qui sont très très chers malheureusement, mais ils ont pensé à ça, pas laisser les gens qui ont jeûné 3 semaines repartir chez eux. Non, ils les entourent comme il faut. Donc c'est à ce moment-là où il y a de nouveau cette montée de stress qui revient. En plus, ce qui est génial et qui peut être quelque chose de vraiment sur lequel mettre en place plein de bonnes choses, c'est que vous avez un shoot de dopamine au moment où vous reprenez l'alimentation. Votre dopamine fait elle s'envole. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation, ok? Et c'est aussi l'hormone de la récompense. Donc c'est très beau ça, mais qu'est-ce que ça veut dire que quelque part, pour suivre l'allure de la dopamine, nous pouvons avoir l'impression que le corps nous demande du sucre. Parce que ouais, des gâteaux, et c'est absolument pas la chose à faire. Donc ça demande, le fait déjà d'être conscient que vous allez vivre tout ça, ça vous invite, et ça c'est ce que j'impose d'une façon très déterminée à mes jeûneurs, c'est de vous faire un plan de vos repas, en vous disant de façon mécanique, bon là, carottes râpées, huile d'olive, citron. Là, courgettes à la vapeur. Là, potimarron, je sais pas quoi. Mais quelque part, de planifier et de vous tenir à ça, de façon peut-être un peu mécanique, mais pour attendre que ce shoot de stress à la reprise passe et que vous soyez de nouveau capable de revenir dans votre parasympathique, dans votre ventral, dans votre souffle, dans un cœur qui est calme, pour dire je pose les bons actes pour moi maintenant, de façon consciente. Pardon. Ok? Et donc, il faut se donner les outils.
Donc c'est pour ça que c'est important de pas se dire j'ai fini mon jeûne et je reviens comme avant, mais de se dire ben je continue à avoir une marche dans la nature, à faire mon petit yoga, à être en lien peut-être avec mon thérapeute ou la personne qui m'a accompagnée, mais à tout faire pour éviter dans ce jeu, pour éviter de rentrer dans ce jeu que souvent les jeûneurs me disent ah, mais il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait mais vas-y, ouvre le frigo. Et l'autre qui disait mais non, attends, tu vas pas gâcher tout ce que tu as fait. Mais si, tu peux y aller. Enfin, en fait, c'est tout un jeu comme ça. Vous le connaissez ce jeu-là? C'est partie de nous qui essaye de nous avoir. Et donc ça demande, le jeûne réussi, ça demande de pouvoir se recentrer et de voir, ok, c'est quelle partie de moi qui parle là? Est-ce que c'est la partie raisonnable, néocortex, ou est-ce que c'est la partie limbique, la partie émotionnelle de moi, qui, au moment où je recommence à manger, se rend compte qu'elle a manqué. Donc, la sortie du jeûne, ça parle de comment nous vivons notre rapport au manque. Il y a tous les manques là-dedans, là derrière. Il y a tous nos manques. D'accord? C'est pour ça que c'est pas quelque chose d'anodin. Et que ça peut être une merveilleuse occasion de réparation de tout ce qui a pu nous manquer, vraiment, qui est pas dans le conscient, hein, c'est cellulaire. Mais ça va réveiller ça. Et c'est important du coup de se dire, ok, c'est toi qui es en train de parler là. C'est la partie émotionnelle en moi, c'est celle qui vit mal les manques, qui me demande d'être là pour elle. Enfin, tu me demandes d'être là pour toi, ok, viens là. Je suis là avec toi, je m'occupe de toi, mais c'est moi qui gère. Ok ? Ben, si tu veux, la descente, tu l'as fait dans un sens et la remontée, tu l'as fait dans l'autre sens, mais c'est la même. Fruits et légumes au début, pendant 2-3 jours, le temps que votre système digestif recommence à fonctionner, les enzymes soient de nouveau produites, donc petit à petit, donnez-vous le temps. Le jeûne ne se termine pas quand vous décidez d'arrêter avec le repas de reprise. Il se termine, mettez-vous en tête, 5-6 jours après. Mais si vous vous préparez pour ça, oui. Combien de temps tu mets pour le début du jeûne et le moment où tu passes en mode parasympathique? Oui, c'est ça. Entre le début du jeûne, où c'est vraiment la phase de grande adaptation, et le switch métabolique qui correspond aussi à une prédominance du parasympathique, donc de tous les mécanismes de réparation, régénération, en général, c'est le 4e, 5e jour que ça se passe. Ben, disons que si tu veux vivre que l'effort, tu vas t'arrêter au bout de 3 jours. Si tu veux vivre la partie vraiment plaisir, tu vas pousser jusqu'au 5e, 6e, 7e jour. Et il y en a qui sont... Enfin, moi, j'ai des jeûneurs, ils sont bien quand ils commencent leur 2e semaine. Mais, comme toute chose, il y a une progression. Est-ce que c'est possible de continuer là tous les jours, c'est-à-dire à une heure par jour, travailler énormément? Ah, alors, concernant le système nerveux autonome et cette bascule ortho-parasympathique, évidemment, moi, je déconseille complètement de continuer à travailler. Parce que vous restez dans un mode, il faut que je fasse face à ça, il faut que, voilà, je tienne le coup. Et donc, le système ne peut pas lâcher. Ne peut pas, c'est pas possible. Le corps va pouvoir basculer en parasympathique,
avec plusieurs conditions. Déjà, le parasympathique s'active beaucoup plus facilement si vous avez des temps où vous êtes allongé. Première chose. Donc, méditation ou relaxation, massage, tout ça, sommeil, repos, sieste, rien faire, chaise longue, tout ça, ça favorise ça. Mais surtout, l'orthosympathique, il va lâcher au moment où j'ai plus besoin de me battre, j'ai plus besoin d'être dans l'action. Tu comprends ce que je veux dire? On peut, en fonction du mode de vie qu'on a tous les jours, il est possible que le mode parasympathique ne vienne pas. On reste en ortho pendant 2, 3, 4, 6. Tu vas pas rester tout le temps, mais le gros problème aujourd'hui, quand on parle de stress chronique, c'est justement que le tonus du nerf vague s'effondre et le tonus de l'orthosympathique reste très élevé. Donc cortisol, adrénaline et tout le cortège qui crée de l'inflammation à l'intérieur. Donc pour basculer en parasympathique, aujourd'hui, comme il s'agit de se mettre dans la sécurité, il faut se donner ces conditions-là. Et donc un jeûne de 24 ou 48 heures, ça Si, ça sert. Évidemment, il y en a qui, un jour par semaine, ils vont jeûner ou ils vont faire une journée de bouillon. C'est très bien, mais tu pourras pas avoir ces effets très puissants au niveau du système nerveux. Le jeûne de 5 jours? Non. Tu peux le faire une fois au printemps, une fois à l'automne, tu vois, 2 fois par an, voire une semaine par an. C'est très très profond et il y a même des personnes pour qui ça va pas être adapté, suivant l'âge aussi, le terrain. C'est vraiment au cas par cas, mais il y a des personnes, elles vont faire une monodiète et ça va, la détoxication va être plus lente, mais tout aussi efficace. C'est juste plus lent. C'est un repos relatif des intestins. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que nous cramons notre système nerveux entre les ondes, le stress chronique, le manque de sommeil. Donc ça, pour vraiment déconnecter à ce niveau-là, c'est pour ça que pour moi la nature est si importante. Il faut revenir à cette dimension-là, vraiment très terrienne, très calme, d'aller se coucher quand il fait nuit, se lever quand il fait jour, et tout, et tout, et tout. Et ça, c'est vraiment très, très bénéfique. Parce que des fois, quand on a un système orthosympathique qui est bien tenace, c'est dur à lâcher, hein. On peut avoir du mal. Alors, encore des questions, profitez-en. Alors, voilà une autre bonne raison pour ne pas jeûner chez soi. C'est les peurs de l'entourage. Oui, et l'entourage ne lâche pas du tout comme vous, surtout aussi. Alors, si on ne résiste Mais pas, les peurs de l'entourage, ça c'est... Vous savez, dans l'Évangile, il est dit, quand tu jeûnes, continue à te parfumer, à oindre tes cheveux. Ça veut dire, ne montre pas que tu es en train de faire ça, parce que c'est ta propre dimension intime, intérieure, et que si quelqu'un vient perturber cette démarche-là ou te juger, en fait, ça... Bah oui, c'est un effet nocebo. Pour moi, c'est un effet nocebo. Ben, merci pour ton témoignage, parce que en plus, les mamans, c'est très puissant. La vie de la maman... Évidemment, c'est la peur de la mort de l'entourage. Alors que même si dans les 3 premiers jours, on peut avoir cette pensée-là qui vient, mais c'est physiologique, qui dit « Est-ce que je vais pas mourir ?» En fait, excusez-moi, juste pour que on s'entende.
En fait, c'est très bénéfique après, au moment du switch métabolique, de voir que nous faisons l'expérience de ce bien-être indépendant, qui est vraiment une expérience incroyable, de se dire, là, en ce moment, je ne dépends de rien ni de personne. Et mon corps arrive à fonctionner comme ça, arrive à marcher, arrive à être en lien avec les autres. Ça, c'est une expérience incroyable. Ça donne tellement confiance de dire, waouh. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, c'est difficile. Il y a des personnes qui disent, ah non, mais là, je suis trop bien, je ne veux plus arrêter. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur, on planifie la sortie et on se donne les moyens. Moi, je dis toujours à mes jeûneurs, s'il arrive quoi que ce soit, vous m'appelez, hein. Vous m'envoyez un texto, je leur envoie des mails, je leur envoie des idées de recettes. Après, il y a une dynamique de groupe qui s'installe, qui fait que il y a un cercle vertueux. Allez, on continue à se soutenir. Et là encore, au bout de 2 semaines, on tient bon, hein. Tout va bien. Et en fait, le lien entre les personnes a été créé et ce lien est soutenant. Nous ne sommes plus seuls. Et ça, c'est aussi une expérience incroyable que vous vivez dans les stages de développement personnel en général, mais qui peut être vécu aussi en jeûnant et en ayant fait l'expérience que, oui, on peut sortir de notre zone de confort, on peut aller chercher des ressources là où on ne pensait pas en avoir. Oui. Alors, concernant le jeûne intermittent, c'est une excellente pratique qui peut être pratiquée soit le matin, soit le soir, suivant votre préférence. Ça nous entraîne organiquement à faire cette bascule où on va utiliser nos corps cétogènes, donc nos graisses. Et c'est pour ça que beaucoup de sportifs font le jeûne intermittent, et notamment ceux qui font de la musculation, parce que ça permet de préserver les muscles et d'aller puiser dans les graisses. Ça peut être pratiqué tout le temps, il n'y a pas d'inconvénient, mais il faut juste prévoir qu'il y a peut-être 1 mois d'entraînement pour que ça devienne vraiment tranquille pour le corps. Par exemple, moi je suis quelqu'un, le matin j'ai besoin de manger, mais le soir, moi ce serait plutôt le soir. J'ai moins besoin de manger le soir. Ok ? Et concernant le glucose, c'est très vrai ce que tu dis, de ce besoin en glucose pour le cerveau, mais parce que vous avez vu, pour faire ce switch, des fois il lui faut 3 jours au cerveau pour aller utiliser les corps cétoniques. Donc je pense que dans le jeûne intermittent, il va y avoir un tuilage entre glucose et corps cétonique, mais et c'est là où c'est intéressant de constater que dans toutes les traditions chamaniques, de méditation spirituelle, le jeûne est présent parce que l'utilisation des corps cétoniques rend le cerveau plus performant du fait de tout ce que j'ai pas eu le temps de développer aujourd'hui, mais ces facteurs de croissance neuronaux, ces sécrétions de neurotransmetteurs. Donc, paradoxalement, notre cerveau fonctionne beaucoup mieux avec les corps cétoniques. C'est une réalité, ça produit un élargissement de notre conscience. Notre néocortex fonctionne mieux avec des corps cétoniques qu'avec du sucre. Parce que avec le sucre, vous avez quand même toujours des pics et des baisses, des pics et des baisses, des pics et des baisses. Avec les corps cétoniques, c'est quelque chose de stable qui s'installe. Du coup, on n'a pas ces pics d'insuline et d'hypoglycémie derrière. Et d'ailleurs, ça permet de réguler aussi tous les problèmes de résistance à l'insuline et compagnie. Hein. De résistance à la leptine aussi, qui est l'hormone qui donne la satiété. Donc le jeûne est incroyable. Et c'est là où ça doit être... moi,
évidemment, je suis dans l'accompagnement, donc je prêche pour ma paroisse, mais des fois, c'est important de voir que, justement, il y a une différence entre je mets en place des nouvelles habitudes ou je me prive. Parce que la petite, là, elle peut rentrer dans un truc comme ça, je me prive. Et donc, à un moment donné, je veux mon dû. Ouais, tu m'as pas donné ce dont j'avais besoin. Donc, c'est important, oui, de voir que, ok, il n'y a pas de frustration à cet endroit-là. C'est ok. Tu avais une question, Michel? Non, non, le jeûne intermittent signifie vous avez 16 heures de repos digestif et 8 heures dans lesquelles vous mangez en général 2 gros repas, peut-être un goûter. Mais moi, là, je ne parle pas de régime cétogène. Mais dans ces 16 heures de repos digestif, en fait, on constate déjà qu'il y a un tuilage entre l'utilisation du glucose, l'utilisation des acides aminés, l'utilisation des acides gras. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que on va déstocker nos graisses. Au bout d'un mois, c'est pour le confort de, ok, quelque chose il s'est installé et je peux, enfin, c'est comme la vitesse de croisière est atteinte et le corps est rassuré, c'est un automatisme. Il faut au moins 21 jours en général pour acquérir quelque chose de nouveau. Et il y en a aussi qui font le jeûne intermittent plutôt l'été et l'hiver ont besoin de manger autrement. Donc c'est important de vous écouter aussi. Oui. Si on est intéressé par l'accompagnement, il y a un type d'accompagnement ou il faut des accompagnements en visio? Ça m'arrive de faire des accompagnements en visio. En Isère. Enfin, la plupart de mes stages sont ici du côté de Montpellier, sinon en Isère. Vous pouvez prendre une carte puis m'écrire. Des fois, j'ai des groupes qui se constituent même en visio, donc on fait 2 rendez-vous le matin et le soir. Et sinon, quand c'est possible, c'est mieux d'être dans la nature. J'ai un jeûne de 5 jours du 3 au 7 juillet. Et après en novembre. Et il y a encore quelques places en octobre pour un jeûne d'1 semaine à Olé-à-Terme, chez Raphaël Colici, que vous avez peut-être croisé. Quel massage, par exemple? Ouais. Ouais. Au début, c'est bien, justement, parce que ça apaise, ça favorise ce passage dans le parasympathique, la production d'ocytocine. Donc, ce serait des massages très enveloppants, très doux, comme le massage californien, par exemple. Sinon, le Chinetsang est aussi très bien, qui est le soin taoïste du ventre. On va travailler sur les émotions en lien avec chaque organe. Massage ayurvédique à l'huile chaude, oui, avec plaisir. Oui, mais pour moi, ça aide énormément à nourrir d'autres dimensions de l'être parce que voilà, il faut se nourrir autrement avec plaisir. Comment? Moi, je dirais, ouais, au début, pour vraiment lancer le... massage ayurvédique, très bien aussi pour ça, parce que ça va travailler toutes les articulations. Mais après, même un massage par jour, c'est... il y a de tout. Il y a des jeûneurs qui veulent des soins tous les jours et il y en a qui en veulent un jour sur 2.
Ça dépend. Ça dépend. Pour les tarifs, on vous appelle? Oui. Juste celui de juillet pour voir il est dans quel point. C'est en Chartreuse, du coup, c'est pas loin de Grenoble. Ok, d'accord. Et c'est 5 jours. Merci Avec plaisir. Vraiment pour toutes ces informations utiles. Merci à vous.